Vous écoutez le RTM, il est 13 h à Bamako. Le journal, Soumaïla Berté. Bonjour, à la une de l'actualité de cette mi-journée, l'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma ALG a un nouvel ambassadeur, un nouvel administrateur provisoire. Son nom, Eli Prosper Arama. Il a été reçu hier par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, au centre des échanges, les enjeux actuels et les perspectives de coopération au sein de l'espace AES. Les opérations de lâcher d'eau au niveau du barrage de Sélengué ont effectivement commencé hier lundi. Des opérations qui peuvent provoquer en aval une montée franche des niveaux d'eau du fleuve Niger. Prudence donc, car cela peut déboucher sur des cas d'inondation, prévient le directeur national de l'hydraulique. Ailleurs en Afrique, accord migratoire entre Washington et Kigali, le Rwanda a accepté d'accueillir jusqu'à 250 migrants expulsés des États-Unis. Le grand format de cette édition s'intéresse aux jeux traditionnels qui de plus en plus cèdent la place aux jeux vidéo. Et les sports afro-basket, Côte d'Ivoire, les aigles dames du Mali, deuxième du tournoi, ont regagné le Bercail hier. Avec Seragatou Sissé, nous parlerons également de handball dont la phase de groupe en dames et messieurs prend fin ce mardi. Et puis la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous dévoile les activités de l'association des jeunes pour la valorisation du coton à suivre en fin du journal. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus dans ce journal. Le chef de l'État, le général Assimi Goïta, président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, a accordé hier une audience au nouvel administrateur provisoire de l'autorité de développement intégré des États de Liptako Gourma. Les échanges ont porté sur les enjeux actuels et les perspectives de coopération au sein de l'espace AES. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Eli Prosper Arama, le nouvel administrateur provisoire de Liptako Gourma. Il est au micro de Tamsir Diabaté. Les orientations, les instructions du président, c'est de réussir cette mission pour le Mali, pour les deux autres États et pour le bénéfice des populations durement éprouvées par l'insécurité et les questions de développement. La sécurité est une question fondamentale et c'est une question qui est aujourd'hui largement prise en charge par les trois États de la Confédération. En lien avec les hautes autorités, nous allons nous évertuer à travailler davantage pour que cette insécurité ne soit pas un facteur de blocage dans la mise en œuvre de nos activités de développement. L'optimisme, il faut le cultiver. Il faut le cultiver, il faut le nourrir, il faut travailler dans ce sens. Donc je suis confiant, très rassuré par rapport aux orientations et les instructions données par M. le Président. J'en suis convaincu qu'on arrivera à relever les défis. C'est un sentiment de fierté, de reconnaissance et cette reconnaissance nous amène à travailler davantage et de donner le meilleur de nous-mêmes pour réussir la mission. La mission de cette nouvelle structure, c'est, après la transformation, c'est de mettre en œuvre, d'exécuter convenablement les activités de développement dans ces différentes localités et sous la forme d'une souveraineté renouvelée. À l'instant, Eli Prosper Arama, le nouvel administrateur provisoire de l'Iptako Gourma, reçu à Koulouba, il était au micro de Tamsir Diabaté. Afin de garantir la sécurité des installations du barrage de Sélengué, celle des personnes et des biens, le directeur national de l'hydraulique, Sékou Diarra, président de la commission de gestion des eaux, informe l'opinion publique nationale de l'ouverture partielle des vannes du barrage de Sélengué depuis hier lundi. Ces lâchers d'eau peuvent provoquer en aval une montée franche des niveaux d'eau du fleuve Niger. Le directeur national de l'hydraulique a accordé une interview à l'ORTM. Il prévient sur des éventuels cas d'inondation et nous explique les raisons de ces lâchers d'eau en cette période de forte pluie. Il est interrogé par Daouda Kone. Les lâchers sont des opérations de routine qui consistent effectivement à faire évacuer le supplément d'eau qui vient en apport au niveau du barrage de Sélengué. Donc actuellement, nous avons atteint la cote de remplissage qui est de 340 mètres. Donc lorsqu'on atteint ça, et donc le supplément d'eau qui vient est toujours des pluies au niveau local et de la Guinée aussi qui envoie beaucoup d'eau. Donc on déverse ce supplément de l'autre côté du barrage. C'est ce qu'on appelle lâcher d'eau. C'est pour protéger d'abord l'ouvrage.
le barrage, parce que lorsqu'on ne fait pas ça, l'eau qui vient avec pression peut endommager le barrage. Et donc c'est pour aussi protéger les personnes et leurs biens au niveau du barrage. Mais on le fait vraiment sur la base en tout cas, de courbes optimales que nous élaborons en début de l'année et dont nous faisons des estimations scientifiques pour pouvoir caler tout ça de manière à ce que ça puisse se faire se passer très bien. Ça va se passer avec l'ouverture partielle de la 9e vanne. À Selengue, on a 9 vannes, donc on fait une ouverture partielle. Donc sur chaque vanne, il y a plusieurs niveaux d'ouverture. Donc on le fait de façon graduelle, de manière à maîtriser effectivement l'impact de lâcher en amont et en aval. Donc nous suivons des deux pour vraiment prendre les dispositions lorsque ça s'impose. C'est-à-dire que lorsque le niveau commence à monter trop en aval du barrage, donc on peut fermer la vanne, donner le temps que cette eau s'écoule, après on ouvre la vanne. Et donc lorsqu'on voit aussi qu'il y a un rabattement démesuré en amont du barrage, on peut aussi fermer pour pouvoir maîtriser toujours le stock d'eau. 13h05 de l'actualité hors de nos frontières. Accord migratoire entre Washington et Kigali. Le Rwanda a accepté d'accueillir jusqu'à 250 migrants expulsés des États-Unis. Pour Kigali, cette coopération repose sur une histoire nationale marquée par les déplacements forcés et s'accompagne d'un programme d'intégration, formation professionnelle, soins médicaux et logements sont prévus pour chaque migrant. Le Rwanda conserve toutefois le droit de refuser certains profils. Une première liste de 10 noms est déjà à l'étude. Cette politique américaine controversée vise à réduire l'immigration irrégulière en orientant les expulsés vers des pays tiers. Le Haut Commissariat pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme. Les fonds humanitaires en Ouganda seront épuisés d'ici septembre. Le pays accueille près de 2 millions de réfugiés, principalement en provenance du Soudan, du Sud-Soudan et de la RDC, dont plus d'1 million d'enfants. Chaque jour, 600 nouveaux arrivants franchissent la frontière. Malgré un système d'accueil exemplaire, la crise du financement pousse les HCR à réduire l'aide aux réfugiés de 15 à 5 $ par mois. Les HCR préviennent, sans soutien immédiat, les conséquences pourraient être dramatiques: malnutrition, pénurie d'eau, violence. En Afrique du Sud, selon les autorités, près de 30 000 emplois sont menacés par l'entrée en vigueur imminente des droits de douane américains de 30% sur la majorité des produits exportés vers les États-Unis. Washington sanctionne ainsi Pretoria, troisième partenaire commercial des États-Unis en Afrique. Certains secteurs, comme les produits pharmaceutiques ou les semi-conducteurs, restent épargnés, mais les conséquences économiques pourraient être lourdes. Malgré les négociations diplomatiques difficiles et l'expulsion de son ambassadeur à Washington, le gouvernement sud-africain promet de maintenir le dialogue et accélère la recherche de nouveaux marchés en Asie et au Moyen-Orient. La fondation Bill Gates va investir 2,5 milliards de dollars pour améliorer la santé des femmes en Afrique. Ce financement exceptionnel permettra de soutenir une quarantaine de projets dans des domaines clés comme les soins obstétricaux, la santé gynécologique, la prévention des IST ou encore de nouvelles méthodes de contraception. Cette initiative marque le début d'un plan plus vaste. Bill Gates prévoit de donner presque l'intégralité de sa fortune, soit près de 200 milliards de dollars d'ici à 2045 pour des actions humanitaires ciblant la santé, la lutte contre la pauvreté et l'éradication des maladies infectieuses. Au Yémen, au moins 68 migrants africains, majoritairement éthiopiens, ont trouvé la mort dimanche dans le naufrage de leur embarcation. 74 personnes sont toujours portées disparues. Sur les 154 passagers à bord, seuls 12 ont survécu. Les corps ont été retrouvés sur les plages du district de Kamfar, au sud du pays. Les autorités locales parlent d'une vaste opération de recherche toujours en cours. Malgré la guerre civile qui déchire le Yémen depuis plus de 10 ans, ce pays reste une route migratoire majeure pour les candidats espérant rejoindre les pays du Golfe. En 2024, plus de 60 000 migrants ont tenté la traversée, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Retour à l'actualité au plan national dans une poignée de secondes. Le grand format de cette édition s'intéresse aux jeux traditionnels qui, au fil du temps, cèdent discrètement leur place aux jeux vidéo, aux tablettes et à l'isolement numérique. Ce déclin, loin d'être anodin,
fragilise la transmission culturelle, affaiblit les liens sociaux entre enfants et prive les plus jeunes de nos valeurs telles que l'entraide, l'effort physique et l'esprit d'équipe. Face à cette réalité, spécialistes et acteurs de terrain tirent la sonnette d'alarme. Certains proposent de numériser les anciens jeux pour les adapter au monde moderne. D'autres, par contre, plaident pour un retour aux pratiques communautaires d'antan. C'est un dossier signé Adam Maïga. Des rires d'enfants, des cercles dessinés sur le sol, des objets enroulés dans un pagne. De nos jours, au Mali comme ailleurs, les jeux traditionnels ont tendance à disparaître. Pourtant, ils ont été transmis de génération en génération. Aminata Doumbia, ménagère, et Fatouma Doumbia, chef de famille, se souviennent avec émotion d'une époque révolue. Autrefois, nous jouons à de nombreux jeux traditionnels comme les cache-cache appelés tout en bambara, Fini Blanco fait Agni Agni et le jeu du drapeau. Franchement, j'aimais beaucoup le jeu du drapeau, tout simplement parce que c'était une vraie compétition. Pour y jouer, on trace une ligne verticale sur le sol à l'aide d'un bâtonnet. On place ensuite le drapeau à quelques mètres de cette ligne. Deux joueuses se positionnent face à face. Chacune représentait son équipe. L'arbitre, lui, se tenait au milieu de la ligne, le bâtonnet à la main. Au signal, généralement, il crie PRIP. Les deux joueuses couraient vers le drapeau. La première à l'arracher remportait la manche pour son équipe. Fatouma Doumbia, chef de famille. Autrefois, on jouait au billes, au fini-blacoff, au cache-cache appelé tout en bambara, et bien sûr au football. J'aimais particulièrement le football parce que c'était un vrai sport. Mais aujourd'hui, les enfants ont commencé à oublier ces jeux qui disparaissent progressivement et les raisons sont nombreuses. Aminata Doumbia, ménagère. Les enfants sont devenus moins actifs physiquement et montrent peu d'intérêt pour les efforts physiques. La disparition de ces jeux s'explique aussi par le manque de temps des parents. Pourtant, les enfants pourraient les apprendre auprès de leurs aînés. Fatouma Doumbia, chef de famille. Actuellement, on ne parle plus des jeux traditionnels à cause des jeux vidéo dans les téléphones et tablettes. Ces jeux modernes ont instauré la solitude dans la société. Sinon, auparavant, les filles de même âge jouaient Tegere Kulo ensemble jusqu'au tard dans la nuit et après elles partaient se coucher. Aujourd'hui, le téléphone est devenu l'ami de tout le monde. Un constat qui confirme le quotidien de Cheta Fane, 8 ans. Souvent seule dans sa chambre, les yeux rivés sur sa tablette, elle passe des heures à jouer à des jeux numériques. Cheta Fane est une élève de la 2e année. Souvent, je joue seule sur ma tablette à des jeux comme Lido, les cartes ou encore la course aux chiens. Et j'aime beaucoup ça. Mais attention, tout n'est pas à rejeter dans ce nouveau loisir. Il faut juste savoir les utiliser intelligemment. C'est pourquoi Ama Samuel Touré, élève de la 6e année à l'Institut national des aveugles du Mali, a choisi des jeux plus éducatifs comme celui de mots. Le jeu de mots, ça va vraiment apporter de connaître le sens des mots. Pour inverser la tendance, les projecteurs ont été braqués cette année sur les jeux traditionnels lors de la 2e édition de la Journée internationale de l'enfant. Elle est célébrée chaque 11 juin dans plus de 140 pays membres des Nations Unies. Une journée qui vise à promouvoir les valeurs traditionnelles en voie de disparition. Mais au-delà de cette valorisation, certains plaident pour une numérisation des jeux traditionnels afin de les adapter aux nouvelles générations. D'autres, en revanche, appellent à un retour aux valeurs traditionnelles loin des écrans et des technologies. Dr Hamadoun Sanogo, anthropologue. On a beaucoup de possibilités de réinventer ces jeux-là, même dans le numérique, et les proposer. Ça peut se faire par l'éducation, les jardins d'enfants, les maternelles, les crèches. Mamadou Kanouté, traditionnaliste. Le conseil que je peux donner à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est d'aller sur de nouvelles bases, de revenir à nos valeurs sociétales. Une conviction semble partagée. Si les jeux traditionnels disparaissent complètement,
notre société risque de payer les prix forts, car perdant ainsi un aspect important de la mémoire collective et de l'identité culturelle. Bonjour Sarakatou Sissé. Bonjour Soumaïla Berti. Avec vous, nous allons développer l'actualité sportive de ce journal. D'abord, arrivé au Bercail hier des Aigles Dames du Mali, après la deuxième place acquise lors de l'Afro-Basket en Côte d'Ivoire. Oui, l'horloge affichait 23h50. L'avion transportant les vice-champions d'Afrique de basket s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international. Président Modibo Keïta Sénou. À l'accueil, le ministre en charge des sports, accompagné de sa collègue de la promotion de la femme et plusieurs membres de la Fédération malienne de basketball, sans oublier l'UNASAM, l'Union nationale des supporters des Aigles du Mali. Malgré leur avancée, les Maliens se sont mobilisés pour dire merci à ces braves dames. On écoute Sika Kone, fier du parcours réalisé par les Aigles. Elle est au micro de Moussa Diabaté. On remercie tous les gens qui nous ont supportés d'ici et là-bas aussi. Malheureusement, on a fini deuxième. Et vraiment, on remercie tout le monde et on est satisfait. On voulait être premier. Sarakatou Sissé, un petit détour par ici à Bamako pour parler handball fin ce mardi de la phase de groupe en dames et messieurs. Le dernier match en série messieurs opposera à 16h dans la salle de basket Abdallah Mahaman Haïdara dans le groupe B, le centre omnisport de l'Afebougou à l'AS Biton de Ségou. Hier, le centre omnisport de Missabougou a disposé du centre Maïga de la base 26-21. Victoire de la commune 3 29-22 sur l'AS Mandé de la commune 4. Les qualifiés en demi-finale dans la poule A sont l'USFAS, l'AS Police et le centre omnisport de l'Afebougou. Chez les dames, les qualifiés pour les demi-finales sont connus, l'USFAS, l'AS Police, le centre omnisport de l'Afebougou et le Sigui de Kaya. Coup d'envoi ce mardi à Thiès au Sénégal du tournoi féminin IFOA Zone Ouest A. Le Mali est représenté par l'USFAS. Elle entre en lice ce mardi à 16h contre les Sénégalaises d'Aigle de Médina. Ce tournoi féminin qualificatif à la prochaine Ligue africaine des champions réunira 5 équipes. Il s'agit des Libériennes de Determined Girls, des Sierra-Léonaises de Ram Kamara, des Gambiennes de Berevulung Leng, des Sénégalaises d'Aigle de Médina et des Maliennes de l'USFAS. L'équipe classée première de cette poule unique ira disputer la Ligue africaine des clubs champions au niveau des dames. Championnat d'Afrique des Nations du football CHAN 2024, les rencontres se poursuivent. Avec la première journée dans le groupe D à suivre Congo-Soudan à 14h et Sénégal-Nigeria à 17h. À rappeler que le Sénégal est détenteur du trophée. Hier, l'Algérie dans le groupe C a reçu une belle entame 3-0 face à l'Ouganda. La Guinée surprend le Niger 1-0. Cette nouvelle pour terminer, le stade du 4 août de Ouagadougou, Burkina Faso, a rouvert ses portes hier au public en présence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Fermé depuis 2021 pour cause de travaux, le stade du 4 août est enfin opérationnel. Plusieurs légendes du football africain avaient pris part à l'événement en disputant un match de gala. Parmi elles, on peut citer nos compatriotes Seydou Keita et Sambasso. Merci Sarakatou Sissé pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Pays producteur de coton par excellence, le Mali doit profiter pleinement de cette production à travers la valorisation et la transformation du coton. C'est pourquoi l'Association des jeunes pour la valorisation du coton AJVC a été créée en 2015. Son but, faire en sorte que le coton malien puisse profiter aux Maliens dans tous les secteurs de la filiale. Dans la chronique initiative citoyenne, Ousmane Dao nous parle de cette association. C'est une rediffusion. Dans la perspective des Mali émergents sous l'angle de la valorisation du coton, une association a vu le jour en 2015. Il s'agit de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton AJVC. Elle œuvre pour que le coton malien profite plus au Mali. Abdrahman Si, président de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton. Nous avons vu que le Mali est un leader dans la production du coton en Afrique. Et malheureusement, nous ne transformons que moins de 2% de notre production locale. Et nous avons vu que vraiment c'est très très peu, vu les opportunités que nous pouvons mettre en place sur la chaîne de la valeur en termes de transformation. Alors, chose qui va non seulement créer de l'emploi pour les Maliens, mais également aussi augmenter la productivité, également augmenter les revenus des producteurs.
Il est impératif d'impulser une dynamique à la transformation locale du coton à travers la mise en place d'usines d'égrainage pour créer de la valeur ajoutée. Au niveau de l'industrialisation, quand on essaie de prendre l'impact, la graine du coton, le Mali importe dans d'autres pays plus de 65 milliards de francs CFA en termes d'investissement pour l'achat de la graine du coton. L'autre goulot d'étranglement, et non des moindres, demeure le désintérêt des populations pour le port des habits en cotonnade de chez nous. Mettre en avant les décisions politiques qui peuvent accompagner cette valorisation, c'est-à-dire imposer d'abord aux membres du gouvernement du Mali à s'habiller d'abord en cotonnade, c'est déjà une première. La transformation locale du coton est source de création de valeurs ajoutées au niveau local. C'est pourquoi l'Association des jeunes pour la valorisation du coton s'inscrit dans cette logique. Abdrahman Si, président de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton. Et nous, ici au Mali, nous avons mis l'impact sur le bassin. C'est très bien, mais si toutefois nous pouvons mettre l'impact également sur notre coton malien en transformant, ça peut être le bassin, ça peut être d'autres styles de couture, ou même d'autres styles de tissage, donc pour le mettre en avant, afin que nous puissions également davantage augmenter en termes économiques les rentabilités en rapport avec la filière coton. Pour inverser la tendance, la JVC compte sur les populations, singulièrement la jeunesse et les femmes, afin que ces deux couches puissent s'intéresser beaucoup plus aux habits en cotonnade et en bogolan made in Mali. Merci Ousmane Dao pour cette page chronique qui met un terme à ce journal. Mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation Jafar Cham, coordination éditoriale Ousmane Dao. Merci de nous avoir suivis. Au microphone Soumaïla Berté. Le prochain rendez-vous donc de l'information, ce sera à 19h30. Dans un instant, retrouvez Kani Keita pour les avis et communiqués. Passez un agréable après-midi. Au revoir.